J'écoute souvent ça: «Non, si tu veux entreprendre, faut que tu sois all-in, renonce à ton boulot, fais-le». Bullshit. Je veux dire, garde ton salaire, garde ton travail et utilise les heures que tu as en plus pour pouvoir, apprendre de nos codes, d'outils, de technologies, surtout si tu vas entreprendre dans la tech et en fait, aujourd'hui, grâce à tous ces outils-là, tu peux pivoter très vite et te rendre compte si réellement ça peut réellement résoudre un besoin ou pas. Bonjour Paul, Salut Paul. bienvenue dans le podcast des Merci. Leaders sans frontières. Je suis ravi de te recevoir et d'être reçu ici à Mexico dans tes locaux. Et on va revenir sur ton projet, ton parcours Ouais. de vie. Pour commencer cet épisode, je vais te laisser te présenter, m'expliquer d'où tu viens, résumer rapidement ton parcours et m'expliquer tes fonctions actuelles. OK. Bah, écoute, moi, je suis né à Barcelone. Alors mon père est catalan et après à 2 ans, ouais, 2 3 ans, mes parents se sont séparés. Ma mère est française et je suis parti vivre en France. Donc j'ai grandi en Bourgogne, vers Paray-le-Monial. Je sais pas si tu connais, je pense pas. Et puis après, j'ai fait des sports-études. Donc après pour le sport-études, pour faire du judo, je suis parti à Dijon et après rien, je voulais me sauver. Je voulais plus être en France, je voulais connaître un petit peu le monde. Donc en fait, j'ai fait une école, de commerce qui me permettait de faire 2 ans en France et 2 ans dans un autre pays et en Donc en post-bac, l'occurrence déjà, ouais, c'est exactement, Neoma, c'est ça? exactement. Neoma, ils avaient un programme post-bac Césem, je pense que ça existe toujours. C'était 4 ans, 2 ans dans un pays, 2 ans dans l'autre. J'ai fini par faire ce double diplôme et je suis arrivé au Mexique, à Puebla, je connaissais absolument rien. Il y avait différentes destinations possibles, mais en fait, ma cousine était venue, déjà au Mexique 1 an et quand j'avais la possibilité de venir, elle m'a dit: «Non mais vas-y, fonce, va au Mexique» et c'est comme ça que je suis arrivé ici, normalement pour 2 ans et puis, bah, là, ça va faire 10 ans, en fait, cette année que je suis au Mexique et voilà, j'ai fini mes études ici, j'ai commencé à entreprendre et aujourd'hui, j'ai une entreprise, de recrutement qui s'appelle La Pieza et je suis également cofondateur, d'une boîte qui s'appelle One Degree. Donc là, c'est là où je suis vraiment full time en ce moment, qui est une plateforme de IA et de communauté professionnelle. Voilà, plus ou moins. Super. Qu'est-ce qui faisait que tu voulais entreprendre? C'est une bonne question. Je voulais tout le temps j'ai toujours aimé résoudre des soucis. Donc en fait, par exemple, quand j'étais dans l'école de commerce, direct, je me suis rendu compte qu'en fait, on voulait organiser des événements. J'étais dans le bureau des sports, tu sais? Des espèces de Et on voulait organiser des événements avec, d'autres écoles et je me suis dit: «Purée, il faut créer une plateforme, entre assos de différentes écoles qu'il y a en France». En fait, j'ai commencé à développer ce projet-là et c'est juste un projet parmi tant d'autres, qu'à chaque fois je voyais un petit souci, je voulais, directement, créer quelque chose qui pouvait en fait aider, les gens ou résoudre le souci. Et en fait, j'ai fini, mes études et on m'a accepté à Numa. Donc Numa qui était un incubateur à l'époque qui était français, Ouais. qui venait de rentrer à Mexico City en faisant une joint venture avec un autre incubateur mexicain et qui recevait des projets en fait. Il prenait 5 de ton idée et pendant c'est un programme de 4 mois et demi qui m'a changé la vie. Je pense que, j'ai appris mais tellement, je te dirais en 4 mois et demi, j'ai appris mais peut-être, 3 fois plus peut-être qu'à l'école et en fait, on m'a accepté dans ce programme-là. J'ai surkiffé et c'est là où j'ai commencé réellement à, entreprendre, mais dans la vie réelle avec un réel projet qui avait encore rien à voir avec la partie recrutement. On a pivoté là-bas, mais voilà, c'est comme ça que je suis rentré. Oui, parce qu'en fait, tu rencontres chez Numa en 2017 Ouais, et La Pieza, ta première société, va être créée en en 2018. 2018. Qu'est-ce que tu fais, cette première année dans cet incubateur? Ouais, en fait, au début, l'idée, c'était je me rendais compte que j'avais quelques potes qui prenaient des cours d'anglais et d'espagnol qui étaient en France, payés, 20 30 € de l'heure, un truc de fou et en fait, je me disais: «Bah, il y a des personnes qui sont en Amérique latine, qui c'est leur langue native, qui peuvent, enseigner l'espagnol, qui pourraient ou qui sont, dans d'autres pays, enseigner l'anglais, tout en remote» et en fait, avec cette idée, je suis rentré à l'incubateur. Donc en fait, ça a énormément changé. Après, je me suis rendu compte que le marché des langues et de l'éducation était, assez, il y avait énormément de solutions et c'était assez compliqué de créer une solution là-dedans et en fait, je me suis séparé avec mes associés. Ça s'est plus ou moins mal passé pendant que je créais plus ou moins ce projet-là et je me suis retrouvé avec, 3 stagiaires qui étaient des stagiaires français, qui étaient venus, 6 mois pour faire, leur stage dans une start-up, à Numa avec moi, à l'autre bout du monde et qui étaient venus au Mexique, pour vendre quelque chose ou une plateforme qui finalement n'existait pas.
parce que je m'étais totalement séparé avec les associés, il n'y avait absolument plus rien. Et c'est comme ça où je suis rentré dans le monde du recrutement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait d'autres startups qui étaient dans cet incubateur-là qui m'a dit, écoute Paul, moi ça m'intéresse d'avoir des stagiaires comme ceux qui travaillent avec toi. Et sans le vouloir, j'ai commencé à faire ça. Piller tes Alors, compétences. ramener directement. C'est pour ça que la Condesa au Mexico City est plein de Français aujourd'hui. Je suis désolé, mais, mais principalement au début, amener des stagiaires, la plupart français, pour des startups mexicaines. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces premières sociétés avec tes associés? Est-ce que tu peux me raconter et qu'est-ce que ça t'a appris pour la suite? En fait, je pense que le premier souci, c'est on est rentré dans un incubateur. Et en fait, j'étais le seul qui était full-time réellement dans l'incubateur. Ils avaient déjà des jobs, c'était des devs, c'était 2 frères. Et ils continuaient de bosser, ils étaient restés à Puebla. Ok. Et moi, j'étais à Mexico City. Donc déjà, la partie de créer quelque chose from scratch avec des gens qui ont d'autres projets et qui ne sont pas full-time dans un même endroit avec toi, je pense que c'est vraiment très compliqué. Et 2, je pense que c'était la partie un petit peu vision vers où on allait, où on n'était pas du tout d'accord. J'ai commis plusieurs erreurs. La première, c'est créer une société et signer directement en donnant des parts. C'était en mode 30-30-30, 33-33-33, presque comme ça, sans réellement connaître les gens. Juste après un café d'une heure où en fait, je pensais que on allait créer la prochaine licorne mexicaine, alors que c'était vraiment pas du tout le cas. Et en fait, après, je me suis rendu compte qu'en fait, il faut créer quelque chose qu'ils appellent ça el Pacto de Fundadores, non? C'est un espèce de Founders Agreement, où en fait, c'est Des comme si associés. tu as un vesting plan de 4 ans, où en fait, si un des associés part, ben, en fait, leur part revient aux autres associés, etc. Et en fait, ça, je l'ai appris aussi en me trompant énormément. Ok. La Pieza, est-ce que tu peux m'expliquer la genèse de ce projet, le problème que Ouais. tu as cherché à résoudre justement En en fait, créant cette société? ouais, je pense que un des autres soucis où en fait où on s'est aussi trompé, c'est qu'en fait on connaissait pas réellement quel était le problème qu'on voulait résoudre. Donc en fait, la Piesta naît au début comme Talento Startup, c'était ce projet de ramener des étudiants français pour des startups mexicaines. On se retrouve avec un souci. Le souci, c'est qu'en fait, il y a plein de Français qui arrivent à Mexico City, mais de façon illégale. Parce qu'en fait, même si tu vas faire un stage au Mexique, tu as besoin d'un visa de travail, même si on va te payer 2000, 3000, 5000 pesos. Donc en fait, c'était un projet qui n'était pas du tout escalable, dans le sens où, bah, purée, je suis en train de ramener des gens qui vont bosser pour des sociétés mexicaines, mais ils rentrent dans un tourisme, mais en fait, finalement, ils vont travailler. Donc en fait, je commençais à avoir ce souci-là. Dans l'entretemps, je me suis rendu compte qu'en fait, les entreprises avec lesquelles on travaillait avaient un vrai souci de marque employeur. Et au même moment, tu avais une plateforme qui est Welcome to the Jungle en France, qui venait de lever de l'argent et en fait faisait quelque chose de vraiment très intéressant. Et en fait, ici, au lieu de penser au problème, on disait on peut créer le Welcome to the Jungle français au Mexique. Et là, je me suis associé donc avec Carlos, qui est mon actuel associé à la Piesa, qui est développeur, avec qui j'ai pris le temps j'ai pas pris uniquement un café pour savoir si réellement je voulais m'associer avec lui. Et on a créé ce Welcome to the Jungle mexicain, où en fait on faisait aussi toute la partie audiovisuelle. On allait dans les bureaux des clients, on montrait leur culture, etc. Et on leur offrait un job board où ils pouvaient publier leurs offres d'emploi. Là, on arrive à un autre souci. On arrive au souci où en fait les gens commencent à postuler à des offres, mais pas suffisamment de candidats. Donc on arrivait aux entreprises, mais on n'avait pas suffisamment de brand awareness en fait pour arriver à suffisamment de candidats pour que les entreprises soient contentes. Donc en fait, on s'est retrouvé comme une boîte d'audiovisuel en fait, sans la partie recrutement. Et ça, c'était un autre souci. Et c'est là où on a commencé à réellement comprendre le problème des entreprises. Les entreprises en fait veulent le meilleur talent pour hier. Donc il y a une question de temps et il y a une question de qualité. Et en fait, on s'est dit, au lieu d'être une plateforme d'emploi en plus, on va être un CRM, un ATS pour la partie recrutement en Amérique latine. Donc, on a commencé à créer des job boards pour les universités, ok, et à connecter tous ces job boards avec notre plateforme principale qui était notre en fait CRM, pour que les clients puissent publier non seulement sur nos job boards, mais aussi dans tous les job boards des différentes universités qu'on créait, plus les job boards déjà existants comme un LinkedIn, Indeed, OCC ou autre, où on se connectait via API. Ok. Voilà. Donc, on a développé un ATS, un Applicant Tracking System, pour le marché mexicain,
en se connectant avec des jobs actuels et en créant de nouveaux. Et là, c'est là où on a commencé à générer un petit peu de traction. On a levé un petit peu d'argent. On est la première startup mexicaine où Xavier Niel a investi depuis Kimla Ventures, son fonds en France. Et on a levé 310 000 $, donc ce qui nous permettait de grandir un petit peu. Et 2021, on grandissait, mais pas suffisamment. On s'est rendu compte qu'en fait, que le willingness to pay des startups mexicaines n'était pas suffisamment grand. Et en fait, on avait du mal encore à scaler un petit peu cette plateforme. Donc en fait, on s'est dit, on va le mettre gratuitement. Et on a créé le premier CRM gratuit pour la partie recrutement pour les startups mexicaines. Pourquoi ? En échange, toutes leurs données, c'est-à-dire tous les CV qu'ils recevaient, allaient rentrer dans notre base de données générale et on pouvait utiliser cette base de données pour offrir un service de headhunting. Donc c'est comme ça que, et c'est aujourd'hui ce qu'est la Piessa. Aujourd'hui, la Piessa, c'est un CRM gratuit où les entreprises publient gratuitement des jobs, ce qui nous permet d'avoir une base de données de plus de 600 000 personnes qui sont ouvertes à de nouvelles opportunités. Et en fait, le client réel, c'est le corporate qui dit « Moi, j'ai besoin du meilleur talent pour hier ». Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, il y a une IA qui te dit parmi ces 600 000 personnes, tu en as 200 qui correspondent parfaitement à ce que veut ce client-là. On envoie des WhatsApp automatiques à toutes ces personnes qui ont exactement le profil. Ils répondent via des petits tests pour être sûr qu'en fait, ils ont les connaissances requises pour la position. On fait l'entretien et on passe une shortlist au client. Et c'est comme ça qu'on a lancé un service de headhunting, en fait, en générant une base de données grâce à un autre service qui est le service de CRM. Plus ou moins, c'est ça la Piessa aujourd'hui. Alors donc, c'est vraiment d'une solution gratuite. Ensuite, après, tu as le modèle économique qui tourne derrière. Et donc, aujourd'hui, tu as la partie chasseur de tête, la partie database, CRM que tu viens d'expliquer. Ouais. Il y a aussi un pilier que j'ai noté, c'est Académique. recruteur on demand, non? Ouais, c'est ça. Bon, après, oui, B2B, on a 3 choses. Donc, il y a le CRM gratuit, Ouais. qui est une version premium aussi. Tu as la partie headhunting. Et souvent, tu as des grosses boîtes qui arrivent avec des projets et ne veulent pas payer 2 mois de salaire pour 60 nouvelles positions. Donc, en fait, dans ce cas-là, on leur passe un recruiter on demand et en fait, ils nous payent un monthly fee en fonction du nombre de mois que va durer son projet-là. Donc, ça, c'est la troisième partie pour la partie B2B. Et on a une partie B2C où on aide les personnes à trouver du boulot. Donc, en fait, vu qu'il y a énormément de personnes qui s'inscrivent sur la Piessa, il y en a beaucoup qui disent « Purée, même si j'envoie mon CV 50 000 fois, j'arrive pas à trouver du boulot. Aide-moi ». Et en fait, là, on leur donne accès à une plateforme qui s'appelle Academy, où en fait, les personnes peuvent apprendre à comment faire son CV, comment être sur LinkedIn, comment négocier une offre d'emploi, comment être sur le marché mexicain, comment chercher du boulot, etc. On a une IA qui cherche du boulot pour eux. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas besoin d'être sur LinkedIn tous les jours en mode quelles sont les nouvelles offres de Sales Manager. Il y a une IA qui cherche le boulot et qui les envoie directement dans une tablero directement où ils peuvent voir s'ils veulent postuler ou pas. Et ils ont accès à une personne qui les accompagne durant tout ce processus-là jusqu'à ce qu'ils trouvent un boulot. Ces personnes-là payent uniquement si elles trouvent un travail grâce au programme Academy et elles payent leur premier mois de salaire. Donc en fait, ce qu'on a développé à la Piessa, c'est un espèce d'écosystème où si la startup qui n'a pas de budget et qui veut recruter, tu as un CRM gratuit. Si tu veux faire absolument tout in-house, mais tu as des recruteurs et tu veux un outil un petit peu plus outil, bah, tu as le CRM, la version premium. Si tu as un gros projet, là, il y a une multinationale qui est en train de créer un hub de tech au Mexique avec des centaines de positions, bah, tu as la partie Recruit on Demand. Ou si tu as une position très stratégique, tu as la partie Headhunting. On aide les personnes à trouver du boulot. Donc, si tu nous dis, écoute, moi, je veux gagner tant d'argent, une position comme Product Manager m'intéresse et je veux être à Mexico City, on t'envoie un WhatsApp dès qu'il y a une opportunité. Mais si tu finis par ne pas trouver le job et tu as besoin d'aide, tu as aussi le programme d'académie qui peut t'aider. Donc, c'est un espèce d'écosystème d'empleabilidad qui aide autant les entreprises que les personnes pour trouver du boulot. Comment est-ce que vous paramétrez votre IA, notamment sur la partie analyse de CV, recherche de talent? Parce que aujourd'hui, dans le monde des chasseurs de tête, du recrutement, le plus dur, c'est que l'IA ne soit pas biaisée et qu'elle prenne en compte, par exemple, les différences culturelles, que si tu as un poste d'ingénieur, aujourd'hui, il y a plus d'hommes qui sont ingénieurs que de femmes. Comment est-ce que tu fais en sorte que ton IA, elle ne va pas être biaisée par le fait que dans ton équipe, il y a peut-être 80-90% d'hommes qui occupent actuellement un poste d'ingénieur et du coup,
dès le début écarter des CV féminins juste parce que c'est le schéma actuel. Et comment est-ce que tu fais pour intégrer ça dans l'IA, lui faire comprendre que c'est uniquement basé sur la connaissance et pas les personnes, les prénoms, les ethnies, les cultures, etc. Bien sûr. Alors, c'est une superbe question. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'il y a énormément de données que l'IA n'analyse pas, parce que tout simplement, on l'entraîne pour ça. Donc, en fait, moi, je m'en fous totalement de où est-ce que tu as étudié, si tu as un MBA dans la meilleure école du monde ou pas, que tu aies une photo sur ton CV ou pas. Si tu es resté 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans dans une même boîte, en fait, moi, ça m'apporte pas grand-chose. Donc, il y a certaines informations, en fait, que automatiquement, l'IA ne prend pas en compte. Après, oui, bien sûr que tu as des mots-clés, l'IA analyse forcément ces mots-clés, l'expérience professionnelle que tu as et fait le match directement avec le job description du client. Mais en fait, où c'est pas du tout unbiased, c'est parce qu'en fait, nous, on envoie 200 WhatsApp aux 200 personnes qui peuvent correspondre plus ou moins, sans biaiser. Ok. Et à partir de là, il y a des mini-tests sur WhatsApp où en fait, on teste réellement des connaissances des personnes pour être sûr que réellement, elles ont les skills requis pour justement la position. Donc en fait, on vise assez large pour ensuite cibler et être sûr que les personnes ont les connaissances requises pour la position. Après, on appelle aussi toute la partie quand une équipe d'ingénieurs nous dit écoute, moi j'ai besoin d'une femme parce que j'ai 90% d'hommes. Et donc ça, c'est de la discrimination positive qu'on appelle ça. Et on le fait aussi également. Donc on va dire à l'IA, dans ce cas-là, le client a une équipe de 90% d'hommes, a besoin de femmes dans l'équipe. Et en fait, dans ce cas-là, des WhatsApp s'envoient directement à des femmes ingénieurs qui ont exactement le profil. Et c'est comme ça qu'en fait, on entraîne l'IA pour pas être unbiased, tout simplement. Ok. Pour pas être biased, pardon. Comment est-ce que tu fais pour t'assurer que les talents que tu vas positionner chez tes clients vont être engagés? Ouais. Quelles sont, selon toi, les clés de l'engagement au travail? C'est une grande question. Tout dépend de la culture, de la valeur dans l'entreprise. Et en fait, je pense que ceci est une grande différence que la Piesa a via la majorité d'autres chasseurs de tête. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller prendre aussi un café avec toi. Et moi, je veux comprendre exactement comment c'est de travailler réellement dans ton entreprise. Et je ne vais pas uniquement parler avec toi où tu vas me parler, en fait, tu vas me dire que des mensonges. Ce qui m'intéresse, c'est réellement faire des entretiens avec des personnes qui déjà travaillent avec toi et qui peuvent raconter le jour comment c'est réellement de travailler avec toi dans cette entreprise-là, dans une zone de confiance, en fait. Où moi, je vais pas mentir et je vais pas cacher les choses. Enfin, je vais pas dire les choses à ton employeur directement aujourd'hui. Et en fait, en fonction de ça, on coach les headhunters en fonction du type de profil qui nous intéresse réellement et qui peuvent correspondre réellement avec cette entreprise-là. C'est ce qu'on fait aujourd'hui un petit peu plus manuellement, mais qui nous aide aussi énormément à être sûr que les personnes restent dans les entreprises. Et aujourd'hui, 97% des personnes qu'on place restent plus de 6 mois minimum, donc passent tous la période d'essai presque, dans les entreprises dans lesquelles on place des personnes. Est-ce que tu as expérimenté une pratique de management dans la Piesa ou dans Ouais. peut-être Wandiri, on va y arriver après, mais On va y arriver. une pratique de management que tu peux me partager qui crée du lien justement entre les collaborateurs de la Piesa Ouais. ou même que tu as observé chez un de tes clients, tu te dis ah ça c'est intéressant, on va la capter, on va essayer de l'intégrer chez nous. Alors nous, à la PSA, on est une équipe on est full remote. On a des gens qui sont au Brésil, qui sont en Argentine, qui sont en Uruguay, qui sont en Colombie, qui sont au Pérou et qui sont au Mexique. Et c'est aussi des zones horaires qui sont différentes. Donc en fait, il faut que tu aies des règles qui soient très claires. Et par exemple, on a une règle qui est très simple. Mais la règle, c'est la suivante. La seule chose qui justifie une non-réponse à Slack, donc qui est la messagerie interne qu'on utilise, c'est ton Google Calendar. Et sinon, tu as besoin de me répondre de façon immédiate. Donc, c'est-à-dire que si tu as un chien chez toi et tu veux le promener 15 minutes, et c'est totalement OK, il n'y a absolument aucun souci, mais s'il te plaît, mais que tu n'es pas disponible sur ton Google Calendar, parce que si je t'envoie un message et je te dis connecte-toi sur ce call-là, mais j'ai besoin que tu sois dispo tout de suite. Donc en fait, c'est une règle très simple qu'on pourrait mettre si on avait un bureau, même bureau virtuel, qu'on pourrait mettre à ça, qui nous a aussi énormément aidé
à ce que en fait, les gens soient conscients qu'il faut qu'ils soient connectés. Parce que si on bosse de façon remote, il faut qu'ils puissent répondre de façon instantanée. Et si tu as une réunion, un call, quoi que ce soit, tu vas le mettre sur ton calendrier de Google. Donc, tous les calendars sont ouverts de la société. Tout le monde peut voir ce que fait Calendrier de tout le monde. Ok. Donc, tu as une transparence totale également par rapport aux emplois du temps de chacun. Et comment est-ce que tu fais après pour gérer les liens? Vous avez des moments où vous vous retrouvez online parce que quand toute ton équipe est à distance, tu n'as plus ces moments machine à café, cette petite discussion, le quick chat que tu as avec tout le monde dans la cuisine, à manger 2-3 snacks et à boire un café. Comment est-ce que vous faites pour créer justement ce lien et qui est les collaborateurs et ce sentiment d'appartenance à la Piessa, sachant que vous êtes éparpillés dans toute l'Amérique latine? Ouais. Je pense qu'il y a différentes choses. Ça dépend des managers. Je laisse totalement de liberté en fait aux managers de pouvoir faire un petit peu ce qu'ils pensent qui est le correct pour eux. Donc en fait, chaque manager a une façon différente d'aborder cette partie engagement. Souvent, ils se retrouvent une fois par semaine, où ils font certaines activités justement pour créer des liens ou autres. Donc en fait, ça change aussi énormément. Mais à niveau global, au niveau La Piessa, on se retrouve une fois par an en présentiel. Et ça aussi, ça aide, mais ça tisse des liens, mais énormément. Ça tisse énormément de liens. Bon, alors, ceux qui sont en Argentine se retrouvent tous, ceux en Argentine, ceux du Pérou et Colombie, tous ensemble, et ceux du Mexique ensemble. On n'a pas encore eu cette fois-ci, on s'est tous retrouvés. J'espère que ça arrivera un jour, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à le faire. Donc ça aide. Aussi, ce qui aide aussi énormément, c'est qu'une fois par mois, on a une réunion mensuelle qui dure 1 heure, où chaque équipe a moins de 10 minutes pour présenter les soucis qu'ils ont. Et donc, en fait, ça crée un petit peu une question d'empathie, et de comment je peux résoudre les soucis que peut avoir l'autre, même si c'est pas mon souci que j'ai moi aujourd'hui, parce qu'en fait, les autres sont aussi en train de m'aider, alors que je suis le département de marketing et j'ai rien à voir avec la partie recrutement. Et ces calls mensuels ont aidé, mais énormément. Autre chose qu'on fait aussi au niveau de La Piessa, au niveau général, c'est que on utilise une plateforme qui s'appelle Slido, c'est gratuit. Donc en fait, les gens peuvent mettre des commentaires et des questions pendant ce call de façon totalement anonyme. Et en fait, les managers doivent répondre à ces soucis-là. Surtout en Amérique latine, des fois, culturellement, des fois, ils ont un petit peu de mal à dire directement les choses. Donc en fait, ça, c'est un endroit où tu peux dire ce que tu veux. Et le manager en question doit répondre devant absolument toute l'équipe par rapport à la problématique soulevée par la personne. Et ça aussi, ça fait que les gens se sentent beaucoup plus écoutés, en fait, et qu'on peut, en fait, finalement, résoudre et se rendre compte souvent qu'il y a des problèmes que peut-être on s'en était pas rendu compte sans savoir ces calls où les gens parlent de façon anonyme. Même plusieurs petites choses. En 2024, on va passer sur ta nouvelle aventure. Tu as créé One Degree. Ouais. Pourquoi est-ce que tu te lances dans une nouvelle aventure? Alors, moi, ça faisait plusieurs années que j'étais en train de construire La Piessa. La Piessa, c'est une entreprise qui est aujourd'hui rentable, qui a de très beaux clients et qui opère partout en Amérique latine. Mais en fait, j'arrivais dans un moment où j'avais besoin d'un challenge beaucoup plus grand, autre chose, qui pouvait continuer de créer de l'impact pour La Piessa, mais qui pouvait être une solution beaucoup plus escalable. Je te dirais, La Piessa aujourd'hui, ça reste, même si on utilise beaucoup d'IA et beaucoup de technologies, ça reste une entreprise entre guillemets un petit peu plus traditionnelle parce que la partie humaine est très nécessaire. Et je pense qu'il va continuer d'être nécessaire. Ça, c'est un autre débat qu'on peut avoir dans la partie recrutement. Donc ça, c'est une première partie. Et la deuxième, c'est qu'en fait, en construisant La Piessa, je me suis mis dans plein de communautés. Donc je suis mentor à Endeavor, je suis dans une communauté de Latitude de founders en Amérique latine qui s'appelle Latitude. Je suis dans des groupes de WhatsApp, de RH, je suis dans les communautés de produits sur Slack. Et en fait, je me suis mis dans plein de communautés professionnelles. Et je me suis rendu compte qu'il y avait de grands soucis. Mais d'ailleurs, là, dans la French Tech, je suis dans le bord de la French Tech et au Mexique. Et donc, on va prendre cet exemple-là. La French Tech. Tu es nouveau, tu es dans la tech et tu arrives à Mexico City. Tu trouves sur LinkedIn 2-3 personnes qui sont dans la tech qui disent, écoute, il y a un groupe de WhatsApp de la French Tech, ajoute-toi. Et tu arrives, tu es nouveau, tu vois 300 personnes, 300 contacts, tu sais pas qui est qui, quelle position ils ont. Parce que sur WhatsApp, tu vois rien que les numéros de téléphone, quelle position, dans quelle entreprise ils travaillent, dans quelle industrie ils sont. Tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui va publier un événement, mais 2 jours après, tout le monde a oublié l'événement et en fait, il va le republier.
Tu te rends compte que c'est exactement la même chose pour les offres d'emploi, ça se perd dans les feeds. C'est le cas de WhatsApp, mais c'est le cas de Slack et c'est le cas de n'importe quelle autre plateforme de messagerie dédiée pour la partie networking. Et je me suis dit, ça, c'est pas possible. Donc, il y a vraiment un souci où, en fait, les gens ont plein de contacts. Et en fait, dès qu'ils ont un souci, ils savent pas qui de leurs contacts peuvent réellement leur résoudre leurs soucis. Je suis sûr que tu as plus de 500 connexions sur LinkedIn, mais tu te rappelles là en ce moment peut-être de 7 personnes. Tu as des groupes de WhatsApp avec des gens qui sont des personnes qui sont exceptionnelles, mais tu sais même pas que ces gens-là sont dans ce groupe-là. Et donc, en fait, imagine une IA. Donc là, on arrive un peu plus sur la solution, mais qui en fait connaît absolument tous tes contacts professionnels, connaît absolument tout sur tes communautés professionnelles, et dès que tu as un souci, elle te dit « Écoute, Paul, il y a quelqu'un dans la French Tech qui est entrepreneur français à Mexico City, avec qui tu peux directement avoir un autre podcast comme tu l'as aujourd'hui. » Et en fait, tu te présentes les gens que tu as déjà dans ton réseau. Et c'est ce qu'on est en train de construire aujourd'hui avec One Degree. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut aider énormément les personnes à non seulement avoir un réseau, mais je te dirais de pouvoir avoir une IA qui connaît réellement ton réseau. Et c'est ce qu'on est en train de construire. Ok. Et d'un point de vue data, quels sont les inputs de cette IA et comment est-ce que tu gères la partie privée, données, confidentialité des données? Parce que si tu donnes tout à tout le monde, ça peut poser un problème. Comment est-ce que vous gérez ce problème d'input de data et ensuite de confidentialisation? Non, en fait, toi, tu donnes ton accord directement. Parce qu'en fait, dès que tu rentres à la French Tech, tu reçois un message dans ce groupe WhatsApp. Non, tu reçois directement un message de la IA, qui est un numéro de téléphone. Tu vas te dire, écoute Paul, est-ce que tu es d'accord que moi je puisse partager tes données à d'autres personnes qui sont dans le groupe de la French Tech? Alors donc, toi, tu écris réellement que oui. Et la IA te pose différentes questions. Elle dit, et tu travailles dans quoi? Dans quelle industrie? Quelle position tu as? Machin. Donc elle va apprendre par rapport à toi. Va pouvoir savoir exactement quel challenge tu peux avoir et ensuite te présenter les personnes qui ont auparavant donné leur accord pour justement pouvoir faire ça. Ok. Quelle est aujourd'hui la principale différence entre OneDegree et d'autres plateformes de networking qui intègrent des IA? Alors aujourd'hui, les plateformes de networking, donc il y en a plusieurs. Tu as Mighty Networks, tu as Circle. Et en fait, je pense que ma concurrence, c'est plus ou moins ça. C'est les groupes de WhatsApp, c'est les groupes de LinkedIn ou autres. En fait, au lieu de créer quelque chose en plus, on se dit, on va s'intégrer pour en fait faire que ces plateformes soient encore beaucoup plus efficaces. Donc c'est plus comme un add-on où c'est plus une liste de contacts, c'est une IA qui connaît absolument toutes tes listes de contacts indépendamment de la plateforme que tu utilises. Ok. Ton plus grand défi aujourd'hui par rapport à OneDegree, quel est-il? Alors, OneDegree, je te raconte ça, mais en fait, on a pivoté énormément aujourd'hui. Au début, c'était une plateforme en plus. Après, on s'est rendu compte qu'en fait, les gens avaient du mal à télécharger une plateforme en plus. Et après, on s'est dit, bah écoute, on va faire une plateforme où tu peux créer un événement et de là, une communauté. Et ensuite, on s'est rendu compte que la partie, en fait, on devait s'intégrer avec les plateformes déjà existantes et la partie IA. Donc, en fait, je te dis, il y a des soucis tous les jours. Aujourd'hui, je te dirais, le reto más grande, le challenge le plus grand que j'ai encore du mal avec mon français après 10 ans au Mexique, et serait en fait d'avoir un maximum de groupes WhatsApp qui puissent utiliser la solution et en fait seraient prêts à payer réellement pour cette solution. Donc en fait, on est encore très early stage et on est à ce moment-là. Ok. Comment est-ce que tu vois l'IA faire évoluer ton secteur d'activité et même des outils plus génériques comme LinkedIn, des outils de networking, de réseautage? Ouais. Comment est-ce que tu vois l'IA faire évoluer ces secteurs d'activité dans les prochaines années? Je pense que toutes ces plateformes-là vont rester, sauf que l'IA va enrichir en utilisant justement certains add-ons, toutes ces bases de données et tous ces contacts que tu as déjà directement sur ces plateformes-là. C'est la seule différence qu'il va y avoir. Mais ce qui va se passer, c'est que de nouveaux acteurs, donc pour des plateformes, si demain il y a un nouveau LinkedIn, une nouvelle plateforme de networking, une nouvelle app de networking, ça ne va pas marcher. Je pense que l'IA doit s'intégrer sur ce qui est déjà existant, parce qu'ils ont déjà des milliers, des millions de données ou de personnes, et ils sont déjà en train de résoudre un problème qui était existant.
Est-ce que tu peux donner un conseil à un entrepreneur qui souhaite se lancer dans l'IA et qui est pas forcément spécialisé dans ce domaine? Toi, c'était pas forcément tu pas ingénieur, codeur, tu pas fait un MBA en data science, par exemple. Comment alors tu as rencontré, Carlos, c'est ça, ton CTO? Ouais. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à un entrepreneur qui souhaite se lancer dans, un domaine et apporter de la technologie, de l'intelligence artificielle dans ce secteur d'activité? L'avantage aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'information, mais tu l'as à portée de main et très souvent gratuite. Il y a une semaine, je regardais un tuto de 15 minutes, on pourra mettre le lien, de Ouais. comment créer un agent IA, en 15 minutes. Et en fait, ils te disent comment intégrer ta base de données, N8N, qui est une plateforme justement N8N, en français, bien sûr. N8N, bien sûr. Donc en fait, et qui te permet en fait de créer des agents IA en 15 minutes et de comprendre un petit peu plus ce monde-là, comment marchent les LLM, etc. Enfin, c'est juste la curiosité. Et c'est toute la différence. Même si aujourd'hui, tu n'as absolument aucune idée, tu peux apprendre. Et tu peux apprendre en une nuit où tu vas pas dormir et tu vas apprendre comment ça marche. Ah, c'est juste ça, en fait, toute la différence. Et en fait, je dirais à n'importe quel entrepreneur, je lui dirais, sois curieux, continue d'apprendre. Parce qu'en fait, avant, peut-être que tes grands-parents faisaient 4 ans, 5 ans d'études et faisaient la même chose toute leur vie. Mais en fait, aujourd'hui, la technologie va tellement vite que tu peux pas du tout te permettre ça. Mmh. Parce que sinon, tu te retrouveras sans boulot ou peut-être avec un boulot qui va pas forcément t'intéresser. Parce que les choses changent d'un jour pour un autre. Comment tu t'organises au quotidien? Là, tu parles de N8N qui est, une, plateforme qui permet de créer potentiellement des agents AI. Est-ce que tu utilises des plateformes de no code comme, Ouais. Make, Zapier? Est-ce que, quel outil tu utilises? Notion? Enfin, comment tu travailles au quotidien? Comment tu t'organises? Parce que tu as la Piessa et aujourd'hui, Ouais. One Degree à faire avancer. Alors la Piessa, il y a une nouvelle CEO depuis le mois de novembre, qui est exceptionnelle, que je connais depuis plusieurs années. Donc en fait, je suis juste là quand il y a un souci ou en mode où on veut mon opinion. Mais aujourd'hui, en fait, la Piessa, ça va représenter peut-être 1 heure de mon temps chaque jour. Euh, les outils no-code, alors oui, j'en utilise de temps en temps, mais en fait, vu que j'ai des associés qui sont ingénieurs, en fait, je laisse la partie technique directement à eux, mais en fait, je pense que je veux juste essayer de comprendre comment ils le font. Et en fait, donc, il suffit, donc ça, c'est peut-être un autre conseil pour un entrepreneur, si tu vas travailler avec un CTO, un autre ingénieur, tu vas pas savoir coder, comme eux le savent faire, mais faut absolument que tu comprennes la logique Mmh. pour que tu puisses améliorer le produit. Et ça, c'est la grande différence entre un PM qui comprend plus ou moins la logique et un autre qui ne la comprend pas. Et en fait, celui qui la comprend va pouvoir créer des choses exceptionnelles. Ce que j'utilise, c'est très simple. WhatsApp, Slack, mon mail, j'ai énormément de mails et c'est tout. Et après, rien d'autre. Et ton Google Calendar et Slack, c'est une merveille et c'est tout. Tu n'as pas besoin de plus. OK. Donc ton job aujourd'hui, c'est vraiment, connecter les gens, toute la partie développement commercial et après tu laisses la partie, technique à, tes Aujourd'hui, PPC, tes c'est CTO. beaucoup product market fit. Donc, en fait, c'est énormément parler avec les utilisateurs. Je vais te faire télécharger l'application après pour qu'ils te donnent ton feedback. Et en fait, mais sans te poser de questions, voir exactement comment est-ce que tu es en train d'interagir, quelles sont les opportunités à partir de là, adapter le produit. C'est surtout en fait ce qu'il faut faire dans un moment très early stage, parce qu'en fait, t'as rien du tout. Et tu as besoin de grandir, tu as surtout besoin de résoudre un souci que des milliers ou des millions de personnes ont. Et c'est ça ce que je fais en fait aujourd'hui. Et en essayant de travailler avec l'équipe d'ingénieurs et des design, enfin de mes associés, pour pouvoir adapter le produit. Au début, il faut que tu t'adaptes, faut que tu changes très très vite. Un sprint de 4 semaines, mais c'est inutile, je pense, pour des startups early stage. Il faut que ça change absolument toutes les semaines, si ce n'est tous les jours. OK. Comment tu fais justement, avec One Degree? Comment tu as fait pour passer le fameux zero to one, le 0 à 1? Ah ouais. Comment est-ce que ça a commencé cette aventure d'un point de vue, technique, opérationnel? Comment vous avez lancé ça et comment vous avez amorcé ça? Quels fonds vous avez mis sur la table, vous en propre, avant de pouvoir, aller chercher potentiellement des investisseurs, Ouais. En fait, au début, c'est que des hypothèses. Tu mets des hypothèses sur le papier. Je pense que en fait, le souci, c'est que
les communautés n'arrivent pas à gérer les personnes. Et voilà. Après, l'autre souci, c'est bon, moi, je pense qu'il y a un souci par rapport à la partie événements. En fait, je pense qu'en fait, le souci, c'est pas ça. C'est en fait, les gens connaissent pas leurs contacts. Voilà. Donc, en fait, tu crées des hypothèses et après, tu les valides avec l'équipe. C'est un petit peu ce que tu fais tous les jours. Une fois que tu valides une hypothèse, c'est là où tu peux sortir et aller chercher de l'argent. Pas avant. Il y a énormément d'entrepreneurs qui, je pense, se trompent en mode j'ai une idée, j'ai un souci, j'ai une solution et je cherche des investisseurs. Euh, mais en fait, tant que tu n'as pas de traction, en fait, en général, il n'y a personne qui va te mettre des sous. Et je pense qu'on a commis cette erreur avant avec la PSA où j'ai essayé de lever beaucoup d'argent en parlant avec des centaines de personnes et je pensais que si plus je parlais avec du monde, l'opportunité ou la possibilité de lever des fonds allait augmenter. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Euh, une levée de fonds, c'est une récompense de quelque chose que tu fais bien. Donc, avant d'essayer de lever des fonds, il faut que tu fasses des choses bien. Et en fait, tu vas tout de suite te rendre compte si tu as product market fit ou pas. Tu m'as dit en off avant l'épisode là que tu es dans une phase où tu vas lever des fonds Ouais. prochainement. Comment est-ce que tu te prépares à cette phase-là? J'imagine que c'est pas la première fois que tu le fais, mais Ouais. comment est-ce que là tu l'as préparé cette levée de fonds en pré-seed? Mhm. Donc en fait, je pense qu'il faut être très honnête, très transparent, et il faut commencer à créer des connexions avec les investisseurs avant. Tu vas pas leur demander de l'argent, et tu vas prendre des cafés avec eux, tu vas leur expliquer ce que tu es en train de développer, tu vas écouter leur opinion. Donc en fait, ça t'aide aussi même pour la partie produit. C'est pas une partie fundraising et l'autre partie produit. En fait, c'est la même chose. Ils vont donner de très bons insights et tu vas commencer à créer une certaine relation avec eux. Je te dirais, la plupart des... C'est comme quand tu cherches quelqu'un pour ton entreprise, en fait. Il y a beaucoup de jobs qui ne sont pas publiés en ligne. Et les personnes qui ont ces jobs, souvent, c'est parce qu'ils ont une certaine connexion avec le directeur ou celui qui postule cette position-là, parce qu'ils se connaissent depuis plusieurs années, parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble, parce qu'en fait, ils ont eu des projets, ou c'est des familiaux, je ne sais trop quoi, ils sont copains, c'est des potes de potes, je sais pas. Mais en fait, tu as déjà quelque chose qui va t'ouvrir des portes. Et c'est exactement la même chose avec la partie avec les VC, avec les fonds d'investissement. Il faut que tu crées une certaine relation pour qu'en fait, quand tu leur dises « ça y est, je suis prêt », c'est pas comme l'entrepreneur qui te dit « je suis en train de lever de l'argent, j'ai envie de parler avec toi ». Tu as déjà parlé pendant 1 an, 2 ans, avec 6 mois, 1 mois, avec cette personne-là. Elle te connaît, elle a confiance en toi. Parce qu'en fait, les mois d'avant, tu vas lui dire quand tu avais des soucis, etc. Et il va voir comment tu as pu résoudre ces problèmes-là. Et il va te croire réellement quand tu vas lui dire « je suis prêt ». Et la probabilité qu'il te mette de l'argent est beaucoup plus élevée. Ok, donc on revient au relationnel, les relations humaines, qui est la base de tout, que ça soit dans le recrutement ou dans la levée de fonds. Ok. Est-ce que tu peux me partager une anecdote de vie, un challenge situationnel que tu as rencontré dans ta carrière qui t'a permis de vivre un moment et de comprendre une connaissance qui t'avait échappé auparavant? Ouais, alors des soucis, j'en ai eu plusieurs en construisant la PSA. Je pense que le plus gros souci qu'on a eu, c'est qu'en fait, on avait eu une mauvaise comptabilité. Ah, parce qu'en fait, on facturait à l'étranger, parce qu'en fait, on avait des clients aux États-Unis, en dehors du Mexique. Et en fait, on avait un cabinet de comptable qui était très junior, c'était pas cher, Ouais, généralement, c'est ça, c'est cool. et qui calculait mal la TVA en fait sur ses factures à l'étranger. Et en fait, on s'est retrouvés en 2022 où on travaillait principalement avec des startups. Donc, la PSA, c'était 80-90% de la facturation, c'était des startups, donc pas de grosses boîtes. Où les startups se sont retrouvées sans argent, parce qu'à post-Covid, plus de levée de fonds, elles ont arrêté de recruter, donc ça nous a impacté directement. On a reçu 100 000 $ qu'on devait payer aux impôts mexicains pour une mauvaise comptabilité. Donc, c'était 50 000 plus autres 50 000 d'intérêts, parce qu'en fait, c'était écarté sur les dernières années où ça s'était mal fait. Donc, en fait, ces deux choses, c'était... qu'est-ce qu'on fait? On s'est retrouvés, en fait... et la troisième chose, c'est qu'en fait, il y a 2 gros clients qui ne nous ont pas payés. Donc, en fait, parce qu'ils ont totalement explosé, ils ne pouvaient pas. Bref. Et donc, en fait, on s'est retrouvés sans argent, avec une équipe de 60 personnes, on appelait ça. Et qu'est-ce que tu fais?
Donc en fait, c'était très, très, très compliqué. Au Mexique, quand tu licencies une personne, il faut lui payer 3 mois de salaire, donc de ta poche, et bien sûr. Et en fait, on n'avait pas les fonds. Donc en fait, ce qu'on a dû faire, c'est qu'arriver avec des accords. C'était très, très difficile avec toutes les personnes. Et en fait, tout le monde a dit, mais Paul, on est avec toi, on comprend parfaitement la situation macro, on est avec toi. Et en fait, on a dû malheureusement, et ça c'est une des situations les plus tristes que j'ai pu vivre, on a dû licencier plus de 20 personnes, 22 personnes. On ne pouvait pas leur payer. Mais en fait, je te dis, moi, je te promets que je vais te payer parce qu'en fait, c'est ce que je dois faire en tant que patron, et c'est totalement normal. Et avant la fin de l'année, d'une façon ou d'une autre, comme je pourrais le faire, je sais pas. Et en fait, petit à petit, on a dû payer justement ces 3 mois de salaire pour pouvoir, un, licencier les personnes, et deux, que la boîte puisse survivre. Euh, je pense que c'est le moment le plus compliqué qu'on a dû avoir. Ce qui s'est passé après, c'est qu'on a commencé à travailler avec des corporativos, donc des boîtes beaucoup plus grandes, Alors pour être des grandes plus multinationales. grandes, plus institutionnelles. Et en fait, même si c'est un pain pour certaines choses, j'espère que les clients vont pas m'écouter, c'est de l'argent qui rentre en fait constamment tous les mois, et tu dépends pas de projets très ponctuels des startups. Oui, bien sûr. Ok. Oui, donc finalement, de cette crise, tu as réajusté ton business model et dans la douleur, ça t'a permis de voir une nouvelle opportunité, de répondre à un autre marché qui est plutôt les grandes entreprises et les multinationales. Je pense aussi que l'autre erreur qu'on a commise, c'est qu'en fait, dès qu'on avait 1 € qui rentrait, on le dépensait. Et je pense que ça, c'est très l'esprit entrepreneur de dépense tout et qu'on dit machin. Mais c'est vrai que si tu as un petit colchon, un petit peu d'argent de côté, ça aide aussi de temps en temps, surtout quand tu as les nerfs qui arrivent, parce que ça arrive. Et garder une certaine durée de trésorerie avant de pouvoir investir et brûler un peu. L'environnement startup, on dit beaucoup ça, on brûle de l'argent une fois que tu as levé. C'est ça. Mais l'idée, c'est de quand même avoir un matelas pour passer les crises. Ouais. Ok. Quel meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Qu'on m'a donné. euh, je pense que c'est mon prof de judo. Prof de judo, il m'a dit, quand tu as un souci, retourne sur les tatamis. Et en fait, c'est vrai. Dès que j'ai un souci dans la boîte, j'ai créé donc une association aussi, donc un club de judo ici à Mexico City, et c'est mon échappatoire. Dès que j'ai un souci, alors tout le monde a un échappatoire, mais moi c'est le judo. Donc en fait, dès que j'ai un souci, je pense à 3000 à l'heure, je dis arrête, faut que tu fasses une pause. Je vais au judo, je fais mes randonnées, je suis heureux comme tout, et je finis mon entraînement, je suis mort, mais je suis heureux, et je continue d'aller de l'avant. Donc en fait, quel est ton échappatoire, et utilise-le. Je pense que c'est surtout ça. Trouver un équilibre entre vie Un équilibre. pro, sport, vie perso, Ouais, pour être performant et avoir, comme on dit, esprit sain dans un corps sain. C'est un peu totalement. des grandes phrases comme ça, mais c'est important au quotidien. Ouais. Mhm. Ok. Est-ce que tu as une maxime, une citation qui te guide dans la vie? Non. Je dis tout le temps, alors je sais pas si ça me guide, mais en fait, je dis tout le temps ça à l'équipe. En fait, ils m'ont même offert un t-shirt avec cette citation. Mais je leur dis tout le temps, hoy es el inicio de algo muy grande. Aujourd'hui, c'est le début de quelque chose de très grand. Et c'est tout le temps quelque chose que je leur dis. Et je pense que c'est tout le temps le cas. Donc en fait, c'est construisez, buildez, faites quelque chose qui va être énorme et qui va impacter des millions de personnes. Ok. Tu as déjà donné beaucoup de conseils depuis le début de ce podcast, mais si tu devais en donner un autre à une personne qui souhaite entreprendre, tout simplement, Qui sait entreprendre. qu'est-ce que tu lui dirais? Alors souvent, on me dit, j'écoute souvent ça, non, si tu veux entreprendre, il faut que tu sois all-in, renonce à ton boulot, fais-le. Bullshit. Je veux dire, garde ton salaire, garde ton travail, et utilise les heures que tu as en plus pour pouvoir apprendre de nos codes, d'outils, de technologies, surtout si tu vas entreprendre dans la tech. Et en fait, aujourd'hui, grâce à tous ces outils-là, tu peux pivoter très vite et construire des produits qui sont très rapidement, et te rendre compte si réellement ça peut réellement résoudre un besoin ou pas. Donc, garde ton boulot et juste mets un petit peu plus de tien pour continuer à commencer à travailler sur ta startup. Et dès que tu te rendras compte qu'il y aura Product Market Fit, que tu vas t'en rendre compte tout de suite, ça sera peut-être le moment de renoncer à ton job. Est-ce que tu as une personne à me recommander pour un nouvel épisode de ce podcast?
Pour un nouvel épisode. Je pense que l'histoire de Pierrick Morin est géniale. Donc, c'est un autre entrepreneur français à Mexico City qui est aussi dans le board avec moi de la French Tech. Est passé par 1000 choses. Il est en train de monter sa deuxième startup qui est en train de... Ça va être la prochaine licorne mexicaine. Et après avoir passé des moments très compliqués avec sa startup d'avant, qui était une insurtech. Donc non, parler avec Pierrick, c'est vraiment une personne top. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul. Merci pour ton temps. C'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Non, c'était top. Merci beaucoup pour être venu ici dans les bureaux et de pouvoir échanger. Vraiment top. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez apprécié cet échange. N'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.